Le sport de qualité et l'activité physique offrent des avantages importants pour une société, à savoir, bon, oui, une bonne santé, des communautés plus soudées, de grands accomplissements sportifs et une identité plus forte. C'est vrai, sauf quand le revenu d'une famille est un frein à un mode de vie actif. Bienvenue à un nouvel épisode de nos premiers podiums, le balado de la 55e finale des Jeux du Québec qui aura lieu à Laval du 22 au 30 juillet prochain. Dans le segment Saviez-vous que cette semaine, Caroline Duhamel d'IGA Sobeys et Jean-François Archambault de la Tablée des chefs dévoilent un super projet, une belle action sociale au profit de la jeunesse. Et c'est un projet qui sera mis en branle dans les prochaines semaines. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse languir jusqu'à la fin de l'épisode pour découvrir de quoi il s'agit. Maintenant, vous le savez, pour réussir à éliminer les obstacles qui peuvent vraiment limiter l'accessibilité au sport et à la pratique d'activités physiques pour tous, il faut bâtir un système qui est plus collaboratif, résilient, où le milieu de l'éducation, de la santé, du sport et du loisir se coordonnent et travaillent ensemble. Et pour aborder aujourd'hui l'importance du sport et de l'activité physique pour le bien-être d'une communauté et aussi pour vous proposer des pistes de solutions pour le rendre accessible, voici mes invités. La première est directrice générale du Club de la Médaille d'Or, ancienne athlète de niveau international en karaté. C'est une dame qui a pas mal d'expérience en gestion du sport, elle qui a occupé différents rôles dans le milieu sportif québécois depuis 2008. Elle est aussi maman de 2 ados bien impliqués dans le sport de haut niveau. Mélanie Lacroix, bienvenue à nos premiers podiums. Merci, Émilie. Bonjour. Mon deuxième invité, il est doctorant en psychopédagogie à l'Université Laval. Ses recherches portent sur l'accessibilité socio-économique dans le sport organisé québécois. Il collabore aussi avec le ministère de l'Éducation dans d'autres projets qui portent entre autres sur le développement du talent québécois, mais aussi du talent sportif plutôt, mais aussi le développement des entraîneurs. Et il est lui-même à la charge d'une dizaine de sauteurs en hauteur et en longueur avec le club athlétisme Rouge et Or. Alexandro Alison Abaunza, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, merci de me recevoir. Et là, tout de suite, j'ai mis la table parce que je disais dans le préambule qu'il faut bâtir un système qui collabore un peu plus, qui travaille ensemble. Et c'est l'objectif aujourd'hui. Parce que d'abord, toi, Alexandro, de ton côté, tu es doctorant, donc tu recherches, tu fais des études pour voir c'est quoi la situation. Puis d'ailleurs, j'ai envie que tu commences en me disant qu'est-ce que tes recherches démontrent sur l'accessibilité du sport et en loisir aussi au Québec à l'heure actuelle? En fait, la prémisse de base, quand j'ai commencé mes études doctorales, c'était de me poser la question, est-ce que le sport est accessible à tous sous une perspective socio-économique? Je ne suis pas un secret pour personne qu'on sait que l'accès au sport peut être influencé par le revenu des parents, leur niveau de scolarité, bref, leur statut socio-économique. Ça, on le savait, mais il n'y avait pas beaucoup de recherches sur les enjeux qui étaient propres à la pratique sportive de nature compétitive. Puis on sait que le sport de compétition, ça coûte plus cher en entraînement, en entraîneur, en équipement, en ressources humaines, en accès à des plateaux sportifs. Donc, je me suis intéressé vraiment aux programmes sport-études, qui sont un terreau fertile au Québec en matière de développement du talent et en matière de pratique sportive compétitive. Et là, je suis à la fin de mon processus doctoral et grosso modo, d'abord, on s'est intéressé à ce que les programmes sport-études coûtaient pour l'ensemble des sports. On est arrivé avec une médiane qui était aux alentours de 3 500 $ par année, indépendamment des sports. Là, on sait qu'il y a des sports qui sont un peu plus accessibles, entre guillemets, qui pourraient coûter entre 1 500 et 2 000 $, et d'autres sports où la facture pouvait facilement grimper jusqu'à 15-20 000 $ par année. Donc, partant de cette prémisse-là, c'est-à-dire de savoir combien que les programmes coûtent, on s'est intéressé aussi à savoir, quelle est la place des gestionnaires des programmes sport-études dans tous ces enjeux-là? Parce qu'on a des gestionnaires dans nos programmes qui doivent prendre des décisions d'un côté pour développer le talent sportif, qui est un des objectifs de ces programmes-là, mais de l'autre côté, s'assurer qu'on ait une accessibilité qui soit plus grande ou à tout le moins qu'on offre la possibilité à qui veut devenir un athlète de haut niveau, qui veut faire une pratique sportive compétitive, de pouvoir le faire tout simplement. Mélanie, de ton côté, toi, tu es dans le programme plus des bourses. D'abord, qu'est-ce que la mission du Club de la Médaille d'Or?
Bien, le Club de médaille d'or n'est pas autant connu à l'extérieur du milieu sportif, mais c'est le plus vieil organisme. Ça fait 50 ans que le Club de la médaille d'or existe et supporte les athlètes québécois. Au départ, la mission était un peu différente. On soutenait surtout les athlètes olympiques. Mais par la suite, étant donné les programmes fédéraux et provinciaux qui supportent davantage les athlètes québécois, bien, on a orienté un petit peu plus la mission vers les athlètes émergents et c'était de la suggestion de nos athlètes olympiques qui ont reçu des bourses. Donc maintenant, on supporte vraiment tous ces athlètes-là à travers un rassemblement de la communauté sportive et la communauté d'affaires autour d'événements, dans le fond, d'événements sociaux qu'on organise, par exemple des 5 à 7, des événements sportifs, tout ça pour lever des fonds, pour remettre des bourses à ces athlètes émergents-là à chaque année. Et, tu sais, au départ, là, si on veut encourager la pratique d'activité physique, parce que j'ai dit, bon, ben, tout ce que ça peut apporter à une société à court, moyen et long terme, mais il faut commencer par le rendre accessible, le sport. Avant d'arriver en sport-études, avant d'être un athlète émergent, il faut qu'à la base, dans nos municipalités, dans nos villes, le sport soit accessible pour tous et de différentes façons. Je pense que l'élément déclencheur, c'est ça. Mais toi, dans tes recherches, Alexandro, pour toi, ça commence où exactement, cette accessibilité-là? Il y a plusieurs enjeux. Évidemment, en fait, quand on a commencé, ou la réponse que j'ai donnée tantôt était beaucoup plus sur un axe économique, c'est-à-dire ça commence dès la capacité qu'a une famille de pouvoir payer des programmes sportifs, que ce soit des programmes qui sont directement dans les écoles, des programmes à faible coût, ou que ce soit une activité parascolaire. Mais je dirais que c'est assurément plus complexe que ça, parce qu'il y a aussi toute la notion de ce qu'on pourrait appeler les capitaux culturels. C'est-à-dire, est-ce que la famille dispose aussi des habitudes d'une pratique sportive? Est-ce que le milieu dans lequel, ou le quartier dans lequel vit un enfant ou un adolescent, il y a une offre de loisirs, mais est-ce qu'il y a aussi un intérêt à faire une pratique sportive? On sait qu'il y a quelques données émergentes sur le sujet, autant au Québec qu'au Canada, qui tentent de démontrer que les quartiers qui sont défavorisés sont aussi ceux qui ont des infrastructures sportives de moins grande qualité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. On constate aussi que dans les quartiers défavorisés, la prévalence des écoles, en fait, il y a moins d'écoles privées. La plupart du temps, les écoles privées vont arriver avec des infrastructures aussi qui sont un peu plus, disons, qualitatives sur le plan sportif, c'est-à-dire parquet de basketball qui est, pardonnez-moi l'expression, mais qui est slick, qui est propre, qui est le fun, des terrains extérieurs qui sont valorisés. Donc, je pense que c'est comme une myriade de facteurs, là. On a la composante socio-économique, mais un peu de façon complémentaire, vient aussi influencer l'environnement dans lequel les pratiquants vont évoluer. Et puis, je pense que comment je pourrais dire, je pense que la pandémie ou la crise de la COVID nous a aussi permis de réaliser à quel point ça pouvait être un enjeu important. On a souvent, là, je vais parler plus de la composante plein air, mais pendant la pandémie, en fait, on a dit aux gens, allez à l'extérieur, profiter des parcs nationaux qu'on a, des parcs provinciaux, mais encore faut-il d'abord qu'on ait accès à ces parcs-là, encore faut-il qu'on ait une culture, c'est-à-dire que les parents soient à l'aise d'amener leur enfant dans ces contextes-là, qu'ils aient les capitaux culturels pour le faire. Bref, je pense que la pratique sportive apporte, entre autres, de l'environnement, dans l'offre de loisirs qu'il y a, la capacité des parents à payer ces loisirs-là, puis ultimement aussi l'intérêt des parents puis l'intérêt des enfants et des adolescents à faire cette pratique-là. Lorsqu'on arrive avec ce triptyque-là qui est efficace, moi, je pense qu'on peut arriver avec des actions concertées pour s'assurer que, qu'on augmente les taux de participation sportive d'un côté, mais que ultimement, ayant plus de pratiquants sportifs, il y a fort à parier aussi que si on s'intéresse à la notion de développement du talent sportif ou accompagnement vers le haut niveau, il y a aussi un intérêt à dire, plus on a de pratiquants, plus on a un potentiel aussi à aller chercher la perle rare. Puis si jamais on ne la trouve pas, c'est pas grave parce que le dommage collatéral aurait été une population en santé. C'est bien dit ça. Puis Mélanie, toi de ton côté, le portrait que tu fais des athlètes avec lesquels tu travailles ou qui font des demandes, à quoi ça ressemble? C'est une très, très bonne question. En fait, moi, juste peut-être pour faire un petit peu lapsus sur mon passé, j'ai passé quand même presque 7 ans à Excellence sportive de Montréal auparavant pour vraiment travailler avec beaucoup, beaucoup de familles, de parents, tous les autres centres régionaux d'entraînement multisport qui se retrouvent dans toutes les régions. On avait fait une espèce d'étude pas aussi élaborée que celle qu'Alexandro est en train de faire, d'ailleurs, que je salue parce qu'on en a besoin de ces études-là.
Mais tu sais, nous, on arrivait avec des chiffres même plus élevés parce qu'on avait des athlètes juste après souvent le sport-études et c'était souvent une moyenne de 10 000 par année là, pour poursuivre leurs études. Donc, on avait souvent des parents en pleurs. On avait des gens justement qui venaient d'un milieu peut-être culturel plus défavorisé. Donc, c'était extrêmement difficile. C'est une des raisons aussi pourquoi moi, je m'investis autant dans cette mission-là. Puis pourquoi c'est aussi important de soutenir. On est beaucoup d'organisations au Québec, dans le fond, qui soutiennent les athlètes. Donc, on a beaucoup de fondations, mais ce qu'on réalise, le constat, c'est que c'est pas suffisant. Cet argent-là ne couvre pas ces athlètes-là. Et déjà, quand ils sont en sport-études, ils manquent souvent d'argent pour pouvoir poursuivre. Donc, déjà en partant, souvent, on disait les familles en moyenne, là, autour de 5 000 c'est des besoins qui leur manquent malgré certaines bourses, malgré le soutien du gouvernement. Donc, tous les acteurs font un travail extraordinaire. Puis, ben, nous, dans le fond, au club, on essaie de coordonner. On est un peu la porte d'entrée de ces parents-là et de ces familles-là. Et d'ailleurs, post-pandémie, c'est vraiment vers là qu'on veut orienter nos actions pour vraiment comme les accueillir, les soutenir, les envoyer aux bonnes portes, puis travailler avec les municipalités et tout pour leur faire prendre conscience justement de cet enjeu-là qui est super important. Puis probablement avec les études qu'Alexandra fait, bien, on pourra aussi bonifier aussi puis aller peut-être complémenter notre offre là, en fonction des résultats que vous allez obtenir. Donc, mais il y a des besoins, il y a énormément de jeunes qui malheureusement arrêtent de pratiquer faute de moyens. Mes enfants, malheureusement, ils ont eu du talent en ski alpin, donc je peux vous dire qu'ils n'ont pas choisi le sport le plus ça coûte cher. Et je vous dirais que moi, en ce moment, là, juste pour vous donner un exemple, puis j'ai beaucoup de parents de ces disciplines-là qui m'appellent là, à 12, 13, 14 ans, c'est autour de 20 000 par année pour les meilleurs. Puis on voit tout de suite un peu le clivage qui se fait entre les équipes élites. C'est vraiment, on appelle ça du doping financier, là. Puis ces jeunes-là sont talentueux aussi, mais il y en a beaucoup qu'on perd. Donc, il y a quand même un beau travail qui est fait sur le terrain pour essayer de les garder avec d'autres choses, mais on ne peut pas se leurrer, là. La majorité des athlètes dans ces disciplines-là qui se rendent, c'est des athlètes qui ont des revenus très, très importants de 30, 40, 50 000 par année pour se rendre sur les équipes nationales. Puis ça, c'est un enjeu dans beaucoup de disciplines. Certaines disciplines qu'on ne voit pas, nage synchro, natation, plongeon, ça s'en vient de plus en plus cher, gymnastique, et j'en passe. Donc, voilà. Et puis si je peux renchérir là-dessus, ce qu'on constate en fait depuis une vingtaine d'années, c'est que notre système sportif au Québec s'est professionnalisé avec les vertus qu'on connaît, c'est-à-dire des entraîneurs qui sont plus compétents, qui ont une expertise, mais inévitablement, une ressource humaine qui est compétente et qui est experte, elle va demander plus de sous. Si elle demande plus de sous, ultimement, ça va avoir une répercussion sur le coût des programmes. Donc, d'un côté, puis c'est là où l'accessibilité, en tout cas, c'est sûr que moi, je vais prêcher peut-être pour ma paroisse parce que c'est ce qui m'intéresse, mais c'est que l'accessibilité est un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire que, oui, elle est surtout une composante économique, mais elle est aussi le résultat des avancées qu'on a fait dans notre système sportif pour s'assurer qu'on ait des intervenants, qu'on ait des intervenants de qualité, qui soient capables de s'assurer de l'intégrité physique puis psychologique de nos athlètes. Ultimement, ça, il faut le payer. Même chose avec les infrastructures. Puis pour faire un peu de pouce, tantôt on parlait, oui, le ski alpin, c'est assez connu, c'est quand même une activité sportive assez onéreuse, là. Mais ce que nos études tendent à démontrer, c'est que ultimement, tant aussi longtemps qu'on n'aura pas un plafond, tant aussi longtemps qu'on ne limitera pas les dépenses, le sport va continuer à se professionnaliser. Et ce qui était des pratiques qu'on considérait, si vous me permettez l'expression, davantage prolétaires, comme, je ne sais pas, le basketball, les sports de combat, le soccer, l'athlétisme, je viens de ce domaine-là, entre autres, on pense, ou on a toujours considéré qu'il y avait une culture de l'accessibilité dans ces sports-là. Mais ces sports-là aussi se professionnalisent. Donc, on se retrouve avec des programmes de sport-études soccer qui vont coûter 2 000 $. C'est sûr que de notre perspective, on peut se dire c'est pas tant que ça. Mais il faut aussi se rappeler que le revenu médian pour un ménage monoparental, des fois, c'est entre 25 et 35 000 $. Donc, 2 000 $, on est déjà à 10, 15 et parfois même 20 % du revenu disponible d'un ménage qui s'en va pour un programme sport-études qu'on considère accessible. Donc, c'est sûr que je ne veux pas paraître alarmiste, mais en l'absence de mécanismes régulatoires dans notre système sportif, il y a fort à parier que il va se professionnaliser, il va devenir meilleur, puis le service va être meilleur. Mais s'il est meilleur, ça signifie aussi que les dépenses qui sont associées à ces programmes-là devraient augmenter. Est-ce que c'est ce que tu appelles, on en avait parlé un peu ensemble, l'optimisation des ressources? C'est dans cette lignée-là un peu ou ça va plus loin que ça? En fait,
c'est sûr que de créer des plafonds, je dirais que c'est peut-être une approche peut-être un peu plus radicale. Disons que ça serait peut-être une approche aussi qui serait plus concertée, qui serait plus macro. Quand je parle d'optimisation, c'est peut-être plus des actions qui peuvent être au niveau micro. C'est-à-dire, tantôt je parlais des gestionnaires de programmes sportifs. Ben, je me dis, ces gestionnaires-là, on a tout intérêt à les former à l'effet ou à l'égard des enjeux d'accessibilité socio-économique pour s'assurer que ces gestionnaires de programmes sport-études ou de programmes sportifs puissent prendre des décisions managériales qui visent à que chaque dollar investi ou chaque dollar qui est prélevé de la poche du parent s'en aille directement dans la qualité de l'expérience. Fait que l'enjeu est toujours de trouver cet équilibre entre est-ce que la dépense que je fais à l'heure actuelle est pertinente, par exemple pour un enfant de 12-13 ans, est-ce que c'est réellement pertinent de se retrouver dans telle infrastructure sportive de pointe? Est-ce que c'est le bon moment? Ou est-ce que ça devrait plutôt se faire à 14-15 ans? Est-ce que c'est pertinent pour une jeune athlète en patinage artistique de 12-13 ans de partir de Gaspé pour aller faire une compétition de patinage artistique à Gatineau? Ou est-ce qu'on peut prendre, encore une fois, les opportunités que la COVID nous a données? C'est d'ailleurs ce que le patinage artistique a fait au Québec, au Canada, de faire des compétitions à distance. Ultimement, c'est la même chose. On enregistre la performance de l'athlète, puis on est capable d'optimiser ces ressources-là, puis on évite à une personne de faire de traverser le Québec en entier pour 1 minute 30 de solo, ou peut-être un programme court, un programme long. Il y a plusieurs propositions comme ça. Puis quand je parle d'optimisation, encore une fois, c'est toujours avoir cette préoccupation. Chaque dollar investi doit impérativement s'en aller dans une pratique ou dans des éléments qu'on considère légitimes pour l'enfant ou l'adolescent à ce moment-là. Avant de te lancer la balle, Mélanie, j'ai envie de renchérir parce que tu vois, moi, je suis issue du monde du soccer, puis je le vois. On a créé des attentes aux parents. C'est eux qui payent, mais en bout de ligne, on a créé des attentes parce que à 8-9 ans, on les met sur un terrain synthétique dans un centre intérieur privé. C'est sûr que les coûts vont augmenter, alors qu'à cet âge-là, ballon au pied, on peut très bien fonctionner dans un gymnase d'une école publique, on n'a pas de frais associés à la réservation du plateau. Donc, quand tu parles ici d'optimisation des ressources, pour moi, ça, c'est un exemple précis d'un choix qu'on pourrait faire pour diminuer justement le prix du membership du parent pour l'inscription. Et puis si je peux faire un dernier petit bloc. Ah, Mélanie, excuse-moi, si tu permets juste un petit bloc aussi. Pas de problème. C'est que on peut pas critiquer non plus ces parents-là parce que les parents veulent finalement ce qu'il y a de mieux pour leur enfant. Fait que, encore une fois, en l'absence de modalités qui permettent de réguler les frais de la pratique sportive, il y aura toujours un consommateur, c'est-à-dire le parent qui va être prêt à payer un certain montant pour que son enfant ait la meilleure expérience sportive qui lui revient, tout simplement. Oui. Mélanie, je pense que vous amenez des bons points. Je pense que c'est un problème qui est complexe. On a entendu parler beaucoup de Dominique Gauthier, Jean-Luc Brassard a parlé aussi beaucoup de ces problématiques-là qui existent, mais au niveau du financement dans le sport. Mais je pense qu'à la base, effectivement, Émilie, le fait de devoir, premièrement, le système ici est beaucoup axé sur la performance, d'aller dans des équipes élites dès le départ, avant l'âge de 13-14 ans. Moi, je pense que ça, c'est un enjeu qui est considérable d'accessibilité parce que si on travaillait avec un système sportif qui permet aux jeunes de se développer tout en s'amusant, oui, on peut performer, mais ces jeunes-là, même les plus performants, veulent avoir du plaisir. Donc, on crée pas ce système de surenchère qu'on voit même dans les sports un peu moins coûteux. Moi, déjà au baseball, ils jouaient aussi. Là, ça allait faire des camps à l'hiver, aller prendre des cours privés. Donc, les parents, même s'ils ont les moyens, ils doivent toujours investir. Puis je parle pas du hockey, du soccer, donc aller vers des cours privés. Ça, c'est un enjeu dont on vient de parler, mais c'est un enjeu majeur. Donc ça, quand on parle de plafonner et tout, oui, je pense que cette pratique-là, elle va toujours exister, mais si on pouvait la limiter, que ce soit des programmes de 150 jours de sport, de ski à 12 ans, 13 ans, je pense pas que ça travaille le multisport. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'actions qui peuvent être faites. Puis aussi, l'autre élément important, il y a des belles actions qui sont mises en place en ce moment. Je regarde Judo Québec, avec qui j'avais travaillé dans le passé. Ils gardent les athlètes dans les clubs, ils limitent le nombre de fois qu'ils vont aller faire des camps d'entraînement, ils gardent une base qui est solide pour limiter les coûts aussi, à travers beaucoup d'athlètes de haut niveau qui vont se partager ces coûts-là. Donc, ça limite aussi des gros déplacements, ça limite des équipes élites, ça permet à tout le monde de s'améliorer et il va toujours avoir des gens qui vont aller faire des camps parce que les parents ont les moyens financiers, mais ça permet aux jeunes qui se développent, qui ont peut-être moins de moyens, de quand même participer à
à des événements qui vont faire en sorte qu'ils vont s'améliorer. Donc, les clubs, moi, je le vois sur le terrain, ils font énormément d'efforts pour améliorer, effectivement, d'optimiser les dépenses qui sont faites de la part des parents. Mais je pense que ça, c'est peut-être des pistes de solution, là, garder les athlètes plus dans les clubs, peut-être éviter des équipes élites très, très jeunes, se baser aussi sur des systèmes sportifs qui favorisent la pratique du sport plus par plaisir et un peu moins par performance intense jusqu'à l'âge de 13, 14, 15 ans. Puis les déplacements, effectivement, moi, j'ai regardé, puis je suis sûre qu'Alexandre aussi le voit, c'est pas tant le coût de la pratique là, qui coûte si cher à un athlète passer les Jeux du Québec, mais c'est surtout par la suite, là c'est les déplacements à l'extérieur pour des camps d'entraînement pour être meilleur que le collègue d'à côté qui, lui, les parents ont moins les moyens. C'est un énorme enjeu, là, les déplacements pour des camps d'entraînement. Mélanie, avant de poursuivre, je vais te faire glisser vers ta droite un tout petit peu parce que j'ai l'impression que je suis en train... Non, ouais, l'autre bord. L'autre bord. Et voilà, parce que je voyais que tu glissais vers Alexandro pour qu'on allait te perdre dans le camp. Puis, tu sais, l'autre chose aussi, c'est que toi, c'est un programme ce sont des bourses que tu remets. Mais réalistement, une bourse de 250, de 500 $, oui, ça fait plaisir, ça peut aider à acheter une paire de patins, une paire de crampons, mais c'est pas ça qui paye les dépenses d'une année. Tu sais, moi, je le vois, la bourse, comme une tape dans le dos pour dire, hey, continue de travailler fort, on est là, on te soutient. Mais réalistement, l'accessibilité au sport, c'est bien plus que ça. Oui, puis en fait, on offre des bourses, nous, autour de 1 500 $. On a monté les bourses, effectivement, pour la raison que tu dis, c'est que oui, c'est un coup de pouce, mais ça reste un coup de pouce. C'est pour ça que cette année, on s'en vient aussi avec des programmes pour vraiment soutenir les parents et leur entourage dans des ateliers, des formations. D'ailleurs, on en a une qui s'en vient avec Florence Maheu, une olympienne, qui va faire une conférence sur comment chercher des commandites à travers son parcours. Elle le présente. On s'en vient avec beaucoup d'éléments comme ça parce que justement, pour aller chercher ce montant-là qui leur manque à ces parents-là, il faut un peu leur apprendre à pêcher et non plus, ils n'auront pas le choix d'aller autour pour apprendre comment développer son portfolio d'athlète, son image de marque et tout ça. Donc, on veut vraiment les entourer. C'est vrai que c'est pas la solution idéale, mais si on veut perdre le moins d'athlètes possible ou de jeunes, mais je pense que des fois, d'aller chercher ce montant-là supplémentaire, dans le fond, va probablement les aider. Puis, tu sais, on parle aussi de tout ce qui est le développement de sentiments d'appartenance à une communauté, parce que quand tu as l'accessibilité à un sport, à un loisir, ben tu vas avoir la chance de rencontrer des gens. Je pense à des gens qui viennent juste d'arriver au Québec, tu sais, comment le sport et le loisir est une belle porte d'entrée pour l'intégration dans une nouvelle communauté. Alexandro, de ton côté, est-ce que tu as vu une corrélation dans cette accessibilité-là et comment un jeune athlète peut-être ou jeune sportif réussit à mieux s'intégrer? Est-ce que c'est des chiffres que vous avez? On n'a pas beaucoup de chiffres, mais je donnerais un excellent exemple à quel point le sport peut être moteur de cohésion sociale ou du moins une colle sociale. On a tout simplement qu'à ouvrir les journaux ce week-end alors qu'on parlait de Guy Lafleur. Si le sport en soi n'est pas un moteur identitaire, je ne sais pas c'est quoi. C'est un bon exemple. J'ai pas des données spécifiques, mais quand on regarde effectivement, quand tu faisais référence au potentiel intégrateur que peut avoir le sport, notamment chez soit les communautés migrantes ou dans l'arrivée des réfugiés, parce qu'il faut se rappeler qu'un des intérêts, c'est que le sport est aussi un véhicule de langage qui est universel. C'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement besoin d'arriver et de parler français, mais quand même tout le monde devrait comprendre comment une game de soccer ou peu importe devrait fonctionner. C'est vrai. Fait qu'effectivement, je pense que ça peut être un moteur cohésif. Ceci dit, moi, je pense qu'il y a encore du travail à faire pour s'assurer que le sport puisse être un moteur dans les quartiers. Tantôt, je disais que l'offre de loisirs ou la diversité de l'offre de loisirs est peut-être inadéquate dans certains quartiers. On a beaucoup une approche mur à mur, alors que je pense qu'on aurait tout intérêt dans notre système sportif, dans le contexte où on veut améliorer la pratique sportive et de loisirs, il faudrait peut-être intégrer ou du moins adopter une approche qui est un peu plus décentralisée. Parce que moi, j'ai toujours pensé que les municipalités ou les quartiers ou les conseils de ville ou peu importe étaient beaucoup plus à même de savoir quels sont les propres besoins de leur milieu. Je vais vous donner un exemple assez simple. J'aurais beau mettre des programmes, puis là je parle de patinage artistique parce que je suis aussi issu de ce milieu-là il y a quelques années, mais on aurait beau mettre du patinage artistique gratuit mur à mur de la province, je peux rapidement identifier certains quartiers où cette pratique-là, même si elle est gratuite, elle ne sera pas effectuée. Fait qu'il faut s'assurer que
mais que cette offre-là réponde aux besoins des communautés, réponde au sens que les gens donnent aux formes de pratiques sportives. Puis quand ça c'est fait, ben oui, effectivement, le sport peut être un moteur de cohésion. On peut prendre un autre excellent exemple. Là, c'est sûr que ça a évolué, mais moi, quand j'ai 30 ans, puis moi, je me rappelle qu'on se donnait tous rendez-vous à Rivière-du-Loup, à la patinoire de quartier. Mais cette patinoire de quartier-là, ben, on jouait au hockey, puis on passait le samedi, puis le dimanche, toute la journée là-bas. Je suis pas un joueur de hockey, là. J'ai pas fait de atome, puis bain, toute la patente, mais j'ai joué au hockey. Est-ce que c'était encore une fois, c'était un gros moteur d'inclusion sociale, puis un moteur de cohésion, parce que tous nos amis se donnaient rendez-vous là. Le fait est que depuis 20-30 ans, encore une fois, avec la professionnalisation des formes de pratiques sportives, on a progressivement délaissé nos infrastructures sportives extérieures, qui sont finalement ce qu'on veut le plus pour les enfants, c'est-à-dire de l'organisation de pratiques sportives informelles, où il n'y a pas de coach, où il n'y a pas de structure, où il n'y a pas de compétition. On met les bâtons au centre de la glace, puis on les répartit. Et ce que je veux en dire avec ça, c'est que on aurait peut-être intérêt à repenser ou à tout le moins, si on veut assurer la cohésion via le sport, moi, je pense qu'il faut s'intéresser beaucoup aux infrastructures sportives extérieures et encore plus dans un contexte de COVID. Là, c'est sûr qu'on croise les doigts que ça soit derrière nous, que ça soit un peu moins pire, mais je pense que la COVID nous a fait réaliser à quel point il n'y a pas meilleur endroit ventilé qu'une infrastructure extérieure. Fait que c'est comme un peu s'il faudrait revoir d'abord les groupes d'âge, donc jusqu'à quel âge on est dans le sport libre, un peu plus ludique versus tout vouloir organiser, puis après ça de faire ce pont-là vers le sport organisé, parce que oui, les sports-études ont leur raison d'être, oui, tous ces programmes-là ont leur raison d'être, mais je pense qu'on doit se poser une question à savoir jusqu'à quand on laisse jouer et à partir de quand on vient organiser. Ben oui, puis l'autre chose, c'est que je donne toujours l'exemple de la patinoire parce que je pense que de par notre identité rapidement on s'y affilie. Mais moi, je reste à côté d'une patinoire extérieure. Puis bon, les gens y vont, ils jouent. Mais j'ai toujours été étonné qu'il n'y ait pas de cours, qu'il n'y ait pas une équipe qui s'entraîne là, qu'il n'y ait pas des pratiques le samedi matin. C'est-à-dire que les gens y vont de façon informelle, mais comment se fait-il qu'il n'y a pas des équipes qui sont là? Là, je suis pas en train de dire qu'on va mettre le Canadien à l'extérieur ou on va mettre une équipe de midget 3A, mais je me demande, avant 13-14 ans, il me semble que cette patinoire-là pourrait être tout indiquée. Même chose pour les courts de basket, même chose pour les terrains de soccer. Moi, je pense qu'à tout le moins, je sais qu'on ne peut pas le faire pour tous les sports, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une préoccupation qui soit faite à l'endroit qu'on revalorise. On a les infrastructures, mais à tout le moins qu'on revalorise l'utilisation de celles-ci dans un contexte organisé pour certaines clientèles. Ouais. Et surtout pour la découverte. Tu sais, toi, Mélanie, de ton côté, quand tu donnes une bourse, on n'est plus en découverte. C'est un athlète émergent, c'est-à-dire qu'on sait que c'est la relève en quelque sorte et on devrait le voir sur la scène nationale et internationale dans les prochaines années, du moins on l'espère. Mais quand tu donnes une bourse, à quel point ça forge l'identité de l'athlète? Bien, en fait, nous, le programme de la Club de médaille d'or, on dit toujours bienvenue dans la famille du club. Si on regarde les anciens Olympiens qui ont fait partie du club, qui en font encore partie, on a Alexandre Despatie, on a Benoît Huot, on a Émilie Hemens et Benoît Huot. Et ils font encore partie de notre équipe. Si on veut, ils viennent animer des 5 à 7 qu'on fait. Ils sont là, ils témoignent. Donc, à chaque fois qu'on a un athlète, qu'on remet une bourse, dans le fond, on ne fait pas juste remettre une bourse. On est là et pour créer ce sentiment d'appartenance-là, on leur donne une formation, comment faire une entrevue, comment remercier devant un public. On les amène dans notre famille à nous du club. Donc, on a des anciens gouverneurs, des anciens présidents qui se sont investis longtemps. On a nos membres qui sont là. Et ces jeunes-là rencontrent un peu le monde dans lequel ils vont naviguer dans les prochaines années, soit pour demander d'autres bourses, d'autres organisations qui sont là, qui vont peut-être les soutenir davantage. Donc, on crée un peu ce sentiment d'appartenance-là à notre famille. Puis c'est ce qu'on veut faire de plus en plus parce qu'on pense qu'au club, on a vraiment énormément de personnes qui sont là, qui peuvent peut-être témoigner, être mentors. On a des entreprises aussi qui parrainent des athlètes. On est venu avec ce programme-là. J'ai pas eu la chance d'en parler, mais dans le fond, on veut vraiment créer ce sentiment aussi dans les différentes communautés au Québec
en demandant à des petites entreprises. On a eu près de 100 000 $ juste avant la pandémie qu'on a récolté à travers cette façon-là de créer. Quand je parle de ce sentiment d'appartenance-là, c'est pas juste avec le club, mais c'est dans les régions que ces gens-là s'approprient un peu ces athlètes-là émergents qui s'en viennent. Donc, c'est ce qu'on veut faire. On veut vraiment créer une communauté de parents aussi qui se posent des questions. On est vraiment leur porte d'entrée. Donc, vraiment, c'est vers là qu'on veut vraiment travailler dans la prochaine année et demie pour relier tout ce beau monde ensemble. Puis, faire savoir aussi que ces jeunes-là, ils ont des besoins financiers. Je pense pas qu'au Québec, on sait à quel point ce besoin-là, il est important. Puis que ces jeunes-là, c'est sûr, ils ne se rendront pas tous aux Olympiques, mais c'est des ambassadeurs de demain. C'est eux qui vont travailler dans des entreprises, qui vont être là. Donc, comment on peut faire pour les valoriser puis leur donner ce petit coup de pouce-là, que ce soit financier ou même accès à des infrastructures pour être en mesure, ou des services, pour être en mesure de faire en sorte. Mais ça, c'est vrai que si on n'a pas ce sentiment d'appartenance-là, qui se développe déjà en région, là, autour de ces athlètes-là qui ont besoin d'aide, et puis comment est-ce qu'on sera capable par la suite de les soutenir puis d'en être fiers quand ils vont se rendre soit aux Olympiques ou qu'ils vont par la suite travailler dans une entreprise? Je pense que c'est magnifique, là. Si je regarde toutes les demandes de bourse qu'on a eues, c'est phénoménal. On a des jeunes qui s'impliquent dans leur communauté, qui sont là. Donc, c'est ce qu'on veut faire connaître, là. Oui, c'est ça, parce que c'est des jeunes qui reçoivent, mais qui redonnent aussi beaucoup dans la communauté. C'est un peu ce que vous leur inculquez aussi, là. Oui, exactement. On a aussi, d'ailleurs, là, une remise de bourse qui se fait sous peu avec Égal Action. Donc, on travaille beaucoup avec des partenaires pour souligner justement le leadership des jeunes femmes, leur accompagnement, leur engagement au sein de la communauté. Donc, on a des jeunes aussi qui s'impliquent en environnement. On a fait une bourse performance et environnement. Donc, on leur crée aussi des canevas, dans le fond, d'entrevues qu'ils peuvent repartager pour aller chercher des fonds, eux autres aussi. Donc, on veut les mettre en valeur, là, c'est important. Alexandra, de ton côté, tu sais, tout ton programme de recherche, c'est bon, oui, via tes études, mais est-ce qu'il y a des partenaires avec lesquels tu travailles pour réussir justement à pousser au maximum ces recherches-là, puis arriver avec des chiffres, puis aussi d'avoir des chiffres tellement justes qu'après ça, ça en est presque facile de trouver des solutions. Bon, facile étant relatif, mais quand même. Ouais. Oui, en fait, avant de rentrer sur les partenaires, je pense qu'il y a un des défis qu'on a, puis c'est peut-être un appel que je ferai à notre système sportif, de rejeter les visions ou les approches très bipolaires qu'on a eues dans les dernières années ou dans les dernières décennies, c'est-à-dire le sport civil, le sport scolaire, le sport de haut niveau, le sport de découverte ou d'initiation, puis peut-être avoir une vision qui est peut-être un peu plus intégratrice, autant des bons coups, mais aussi des enjeux. Puis je pense que cette approche-là, elle ouvre des portes, ou du moins elle fait en sorte que les différents acteurs avec lesquels j'ai à collaborer sont beaucoup plus ouverts. Lorsqu'on parle d'accessibilité socio-économique, ben rapidement, on pourrait se braquer et dire, bon, ben ça y est, il y a quelqu'un qui va nous dire que ça coûte trop cher, qu'on a un gros problème, sans nécessairement proposer de solution. Alors que je pense que les enjeux d'accessibilité, comme je le disais tantôt, ils ont des effets sur un peu tout, puis sont aussi la conséquence d'un peu tout. Fait que c'est des roues qui tournent. C'est très notre système, dès il s'opère beaucoup sous forme de leviers, autant des leviers financiers que des leviers d'action, que des lois. Il faut s'assurer que toutes ces choses-là puissent travailler ensemble. Fait que, ceci étant dit, je pense que s'il y a là l'avantage, quand on arrive avec une approche qui est peut-être un peu plus axée sur les solutions, ça fait en sorte que les gens sont beaucoup plus ouverts à les adopter. Fait que oui, je travaille beaucoup avec le ministère de l'Éducation. Je collabore aussi avec la FEPEC, avec l'Alliance Sport-Études, j'avais rencontré aussi la table pour un mode de vie physiquement actif et sain. Excusez-moi, je viens de scraper l'acronyme, là, mais donc, vous savez de quoi je parle. Il y a beaucoup d'acronymes. Ça, c'est l'autre chose que j'ai découvert rapidement durant mes études doctorales. Je n'étais pas au fait qu'il y en avait autant que ça. Mais bref, toutes ces personnes-là, ce qui est intéressant, c'est que me font prendre conscience que par rapport aux enjeux, que ce soit les enjeux d'accessibilité, que ce soit les enjeux pour soutenir nos athlètes de haut niveau ou dans un cheminement vers le haut niveau, je sens que c'est une approche concertée puis c'est une préoccupation qui est partagée. Autrement dit, il n'y a personne qui se lève le soir, qui se lève le matin et qui se dit « Ouais, aujourd'hui, là, je vais rendre le sport le plus inaccessible possible ». Il n'y a personne qui fait ça dans notre système. Il n'y a qu'un système qui génère des enjeux et donc il faut trouver des solutions. Et vite comme ça, t'en as-tu 2, 3 solutions à nous proposer? Ben là, t'en as déjà parlé rapidement, mais est-ce qu'il y a quelque chose de concret sur quoi tu aimerais travailler à la suite de cette recherche-là?
Ben, en fait, il y en a plusieurs. Mais si on regarde, mettons, mettons une solution micro puis une solution macro, je pense que la solution la plus radicale, c'est d'avoir une réflexion sur réguler ce qu'est on a parlé beaucoup dans les dernières années d'un revenu minimum garanti, là, mais ça pourrait être aussi une pratique sportive minimum garantie. Autrement dit, ce qu'on considère socialement comme étant la pratique sportive légitime minimale qu'un enfant ou un adolescent a le droit d'avoir. Et à partir de là, ben, ça nous permet d'avoir un système semi-régulé dans lequel, ben, si quelqu'un veut aller au privé et qu'il veut continuer à avoir une pratique où il dépense davantage, ben, on ne lui empêche pas de le faire. Mais je pense qu'on a une responsabilité sociale de s'assurer que la pratique sportive, qui est, je considère, un des fleurons québécois, ben, puisse être protégée à même titre que l'hydroélectricité. Moi, c'est comme ça que je le constate. Maintenant, au niveau un peu plus micro, ben oui, ça passe par, une éducation aux parents. Je pense que, comme Mélanie l'expliquait tantôt, je pense que cette approche de dire, ben, voici c'est quoi la réalité de ce que ça coûte, mais voici aussi des modalités qui vont vous permettre de recueillir les capitaux nécessaires à la pratique. Je pense que c'est une bonne approche. Mais de l'autre côté, je pense qu'il faut aussi former nos gestionnaires, parce que ces gestionnaires, autant au niveau des fédérations, mais aussi directement sur le terrain, des personnes qui administrent les programmes sportifs, je pense qu'il faut les outiller, à reconnaître les enjeux d'accessibilité socio-économique, et encore une fois, s'assurer que les actions concertées visent à que chaque dollar investi s'en aille dans une pratique sportive, ou du moins que s'en aille directement dans la pratique sportive qu'on considère légitime pour le jeune à ce moment-là. Je pense que c'est ça mes deux solutions. Évidemment, il y en a peut-être d'autres, mais il ne faudrait pas non plus partir sur une dérape. Là. Puis à peu près, tu t'es mis un échéancier de combien de temps pour y parvenir? En fait, je pense qu'un autre enjeu, c'est pas nécessairement de faire de la recherche, mais je pense que aussi ça passe par une politisation du sport au Québec. Souvent, puis là, on va arriver les élections bientôt, puis souvent, lorsqu'on est dans un contexte électoral, le sport est un peu et pas quelque chose qu'on considère de l'ordre du politique, alors qu'il y a des enjeux politiques. Il y a des enjeux d'accessibilité, il y a des enjeux de règles, il y a des enjeux de type d'activité qu'on considère légitimes pour les enfants et les adolescents. Je pense qu'on est dû pour aller au-delà du simple enjeu des commotions cérébrales en hockey, ou du moins de la protection de nos pratiquants sportifs sur la glace ou des combats. Je pense que ça, c'est un enjeu qui est important et qui est légitime, mais je pense que le tout doit passer par une plus grande politisation de notre sport pour qu'on puisse mettre le doigt sur des enjeux, puis qu'on comprenne finalement, mais qu'est-ce que nos décideurs nous proposent face à ces enjeux-là. Alors que là, pour l'instant, c'est très en surface et très peu exploré, à mon avis. Mélanie, de ton côté, c'est drôle, quand je t'ai invitée, je me suis dit, mon Dieu, que ça va être une belle visibilité pour le Club de la Médaille d'Or, parce que je suis convaincue qu'il y a tellement de parents, d'entraîneurs qui n'ont aucune idée que vous existez. Pourquoi? Pourquoi on existe? On n'est plus connu. En fait, ce qu'on se fait dire, c'est que le club a une belle notoriété dans le milieu sportif. Mais effectivement, on n'est pas extrêmement connu à l'extérieur parce que, historiquement parlant, c'est beaucoup des événements qui se sont faits à travers les années dans la région de Montréal. Puis je pense que ces gens-là voulaient peut-être pas nécessairement crier sous tous les toits là, qui recueillaient d'argent pour les athlètes. Mais tu sais, mis à part, oui, le club, c'est important qu'on soit là. Je pense qu'on s'en va à l'ère 2.0. On veut vraiment, reconnecter. On veut offrir des services complémentaires. On a une belle nouvelle. Le gouvernement du Québec vient nous soutenir pour justement qu'on développe ces ateliers-là, ces formations-là, ces conférences-là pour soutenir les parents, leur entourage, puis qu'on continue à augmenter le nombre de bourses. Mais je pense que ce qui est pour moi le plus important, c'est de rejoindre effectivement toutes ces PME-là qui sont partout au Québec, je veux qu'ils apprennent à soutenir ces athlètes-là parce que je pense qu'il en ressort aussi une image sociale. Ils s'investissent dans leur communauté, ils aident ces jeunes-là. Ils utilisent aussi ce programme-là pour que ces jeunes-là deviennent des ambassadeurs. Même les régions, on a des partenaires extraordinaires en ce moment. On a RBC, on a la Cage au Sport qui nous offre justement j'en passe, là, on en a plusieurs. On a Molson qui est là depuis plusieurs années. Eux sont là pour vraiment nous épauler, pour s'assurer qu'on puisse vraiment créer des événements un peu partout pour recueillir ces fonds-là. Mais à la fin, je pense que ce qui est important, c'est vraiment la cause de ces athlètes-là, de faire connaître ces besoins-là auprès de la population en général. Moi, c'est ce que je vois qui manque peut-être, c'est ça, cet enjeu-là. C'est bien faire connaître le club, c'est bien faire connaître la Fondation d'Athlètes Excellence, l'Alliance, mais on est tous main dans la main. On a des centres régionaux partout au Québec. Donc,
je pense que le plus important, c'est faire connaître comment on peut aider ces athlètes-là, puis comment ces entreprises-là peuvent venir soutenir ces athlètes-là. Moi, j'aime mieux qu'eux soient connus grâce un peu à nos programmes que de faire connaître le club. Oui, c'est important, mais à la fin, c'est les athlètes qu'on veut connaître, ces jeunes-là. Je pense qu'on parlait un peu des pistes de solutions. C'est sûr que là, c'est gros, mais la visibilité de ces jeunes-là, il n'y en a pas. Donc, comment est-ce que ce jeune-là peut se virer de bord et aller demander une commandite ou qu'on peut attirer, nous, le club, pour attirer plus de partenaires, il faut qu'on donne de la visibilité. Mais ces jeunes-là, s'ils n'ont pas de visibilité, on ne sera pas capable. Donc, on a RDS aussi qui nous soutient depuis longtemps également. Donc, c'est important. Je pense de donner un peu plus de visibilité au sport amateur. On en parle aux 4 ans durant les Olympiques. Mais si on est en mesure de le faire un peu plus, je pense que ces jeunes-là auraient peut-être moins de difficultés à aller chercher ce 5 000, 10 000 qui leur manque annuellement. Voilà. Et de se donner la main pour travailler tout le monde ensemble plutôt que de travailler dans les silos et de dire que, nous, on est plus dans le fonds d'accessibilité, nous, on est plus dans la remise de bourse. Non, effectivement, tout le monde a sa raison d'être et peuvent faire une différence dans le développement d'un jeune sportif. Tu sais, les Jeux du Québec, c'est 12-17 ans. Il y en a pour qui ça va être un tremplin vers le niveau suivant. Pour d'autres, ça va juste être une très, très belle expérience de vie et sportive. Fait que là aussi, je pense qu'on a une question à se poser, à savoir, faut être là pour ceux qui veulent aller plus loin, mais il faut juste être là aussi pour offrir ce que le jeune a besoin à la base pour s'épanouir dans un sport ou une activité physique, tout simplement. Est-ce que c'était le mot de la fin, à votre avis? C'est très bien dit. Vas-y, Mélanie, tu sembles vouloir ajouter quelque chose, vas-y. Non, je pense que c'est trop bien dit, mais je suis tout à fait d'accord, en fait, parce mais il faut pas oublier qu'on peut performer tout en s'amusant. Je pense que c'est ça qui est important. Ces jeunes-là de 12 à 17 ans, on en parle beaucoup parce que soit que le cheminement, il y a trop de différence entre l'excellence ou la participation. Donc, faut peut-être trouver une façon, puis tu sais, l'école, je pense que c'est un beau vecteur, les écoles, les sports parascolaires, etc. Des jeunes très performants peuvent quand même justement décider de poursuivre dans le sport, même s'ils ne se rendent pas vers l'excellence ou ils ont le potentiel, ils n'ont pas l'argent, mais tant qu'on leur donne justement différents vecteurs pour continuer à pratiquer ce sport-là jusqu'à la fin de l'université et ensuite un sport pour la vie, je pense que c'est peut-être ça des éléments qui manquent en ce moment. Là. C'est des trous un peu partout. Puis si je peux ajouter, il faut aussi se rappeler que, historiquement parlant, le Québec, depuis une 50aine d'années, a toujours été relativement proactif et très dynamique pour s'assurer que son système sportif soit en adéquation avec ce qui se fait de mieux à travers la planète, ou du moins ce qui se fait de mieux par rapport à ses besoins. Donc, d'être capable de changer de paradigme, notamment un paradigme où la préoccupation, c'est de s'assurer que la pratique sportive soit, en fait, que la qualité de l'expérience sportive soit au centre de tout, ça va probablement faire en sorte que ça va ruisseler sur un peu tout. On va peut-être avoir plus de pratiquants sportifs qui vont se rendre au bout du continuum de performance parce et ces athlètes-là vont avoir vécu une expérience de qualité. En simultané, ça fait peut-être qu'il y a plus de pratiquants. Ça fait peut-être aussi que l'accès est plus grand. Ça donne peut-être une cohésion sociale aussi qui est plus grande entre les individus via le sport. Mais pour ça, je pense qu'on est en partie à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de ces réflexions-là, mais maintenant, il faudrait voir comment on concerte le tout, peut-être avec, je sais pas moi, des grands états généraux sur la pratique sportive au Québec ou quelque chose du genre. Là, je lance l'idée. Là. Ou peut-être des groupes de travail aussi qui pourraient travailler des intervenants de différents milieux qui peuvent amener justement, et non prêcher pour sa paroisse, mais plutôt amener la connaissance de son milieu pour être capable de voir collectivement c'est quoi les enjeux. En terminant, j'ai envie de vous laisser la parole à savoir, Mélanie, qu'est-ce qui s'en vient au Club de la Médaille d'Or, puis aussi peut-être donner les détails si un athlète vous a découvert aujourd'hui et a besoin de vos services ou déposer une demande de bourse, comment ça fonctionne? Oui, en fait, on a plein de belles activités. Là, on relance justement notre saison. Et on a lancé ça la semaine dernière. Donc, on a des remises de bourse qui s'en viennent avec Égal Action au mois de mai en virtuel. On en a ici avec Parasport, mais on a un très, très bel atelier justement pour ces jeunes-là et leurs parents. Jeudi le 12 mai, jeudi 19 mai, c'est gratuit. C'est en virtuel avec Florence Maheu sur la recherche de commandite à travers son parcours. Donc, pour s'inscrire, simplement aller sur le site du club de la médaille d'or.org pour aller tous les détails. Puis, on a aussi notre dîner retrouvailles à la Cage au Sport avec notre partenaire. Donc, c'est pas cher. Venez nous rejoindre. Puis, en fait, on va faire un bel événement de relance. On a 6 remises de bourse à faire à des athlètes.
Donc, on est vraiment excités. Puis, on a Tennis Canada au mois d'août et CF Montréal, on a des événements, dans le fond, si les gens veulent participer. Donc, on est vraiment très, très excités. Puis, peut-être pour terminer, pour répondre à ta question, Émilie, si les gens veulent s'inscrire pour des bourses et tout, simplement nous écrire, on répond vite, puis on va leur donner vraiment tous les détails. De ton côté, Alexandro? Si jamais vous êtes intéressé aux thématiques qui ont été abordées, j'ai quelques écrits qui sont disponibles sur la plateforme ResearchGate. Tout simplement aller sur Google, taper ResearchGate et écrire le nom qui est juste ici en bas. Si jamais vous aimez l'athlétisme, vous pouvez aussi suivre mon compte Instagram @coach_AAA. Et en même temps, j'en profite aussi pour plugger les collaboratrices importantes qui est ma directrice de recherche, Madame professeure Andrea Woodburn, avec qui ces travaux-là, en fait, on les fait en simultané ensemble depuis 2016, qui est aussi une pierre angulaire des projets qu'on a mis en place dans les dernières années et qui vont être publiés aussi dans les prochaines années. Je dirais que la prochaine année va être une année où il y a beaucoup des projets de recherche qui ont déjà été conduits qui devraient être publiés. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est quand tu as dit que tu avais seulement 30 ans, j'étais comme, tu as déjà tout fait ça juste à 30 ans? Eh bien, bon travail! Merci, c'est gentil. Mélanie, Alexandro, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Sérieusement, ça met le doigt sur des enjeux, des problématiques comme ça, mais je pense que là, on est peut-être rendu à l'heure d'amener des solutions, quelque chose de concret qui va nous permettre de changer tranquillement le navire de direction. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais quand même, en ayant des gens comme vous qui sont impliqués à ce niveau-là, ça ne peut que bien aller. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Cette semaine, dans le segment « Saviez-vous que » la parole est à Caroline Duhamel d'IGA Sobeys et Jean-François Archambault de la Tablée des chefs qui nous présentent vraiment un super beau projet. Vraiment, je leur laisse la parole, je ne vous en dis pas plus. Savez-vous que pendant les 9 jours de compétition de la 55e finale des Jeux du Québec à Laval, c'est plus de 25 000 repas qui vont être cuisinés par la relève culinaire pour la relève sportive d'ici, et ce, en seulement 2 semaines. C'est un défi colossal qui va être possible de relever grâce notamment à la participation de plus de 20 partenaires alimentaires qui se sont alliés à IGA pour offrir gracieusement plus de 7 tonnes d'aliments. C'est en association avec la Tablée des chefs, notre partenaire de longue date, qu'on a décidé de se lancer dans l'aventure pour justement alimenter les passions tant culinaires que sportives des jeunes d'ici. Puis nous, le défi, là, Caroline, on l'a lancé aux jeunes de la relève culinaire pour la relève sportive. C'est plus de 50 étudiants qui sont en formation qui deviendront les futurs chefs à la fin de leur parcours. De prendre ces 2 semaines-là et de cuisiner les 25 000 repas, c'est vraiment un défi à la hauteur pour eux. Et on a en plus mobilisé des jeunes des brigades du programme que vous nous soutenez dans les écoles, dans plus de 200 écoles à travers le Québec. Et on a amené des jeunes des brigades avec leurs familles, des bénévoles de la Tablée, à préparer en amont plus d'1 tonne de légumes qui vont servir à la préparation des repas. Donc, notre association est gagnante, puis on est vraiment content d'y participer avec vous. Et en effet, pour IGA, encourager les saines habitudes alimentaires et le sport, c'est tout naturel. Alors, on est très, très heureux, IGA et la Tablée des chefs, de pouvoir alimenter les passions d'ici. On souhaite le meilleur succès à tous les athlètes. Bon succès. La relève culinaire pour la relève sportive. Quelle belle initiative d'IGA et de la Tablée des chefs. Alors, merci encore une fois à Caroline Duhamel et Jean-François Archambault. Merci aussi à mes invités d'aujourd'hui, Mélanie Lacroix du Club de la Médaille d'Or et Alessandro Alison Abanza qui, lui, de son côté, est doctorant en psychopédagogie à l'Université Laval. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Je vous donne rendez-vous pour un autre épisode de nos premiers podiums, là où on discute de sujets qui vont bien au-delà du sport.